Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour la quatrième épisode de ce Chill Business Talk. Je répète comme d'habitude pour ceux qui découvrent cet épisode pour la première fois, le principe est simple, je pose des questions sur Insta sous forme de box, c'est pour ça qu'il faut aller me suivre sur Instagram et pour plein d'autres choses évidemment. Et vous me posez vos questions et j'y réponds directement en vidéo. J'ai posé des questions la dernière fois et j'en ai eu tellement, plus d'une 60aine de réponses comme vous voyez ici, que je me suis dit que j'allais tourner un deuxième épisode avec ces questions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des questions vraiment intéressantes et que je me suis dit que c'était dommage de passer à côté. Vous pouvez retrouver les autres épisodes en playlist en bas, en fiche en haut. Je vous invite à aller regarder tout ça. Rien ne se passe de fou à l'écran. Bref, vous avez compris, j'imagine, le concept au bout d'un moment. Alors, première question à laquelle je vais répondre. Question de Samia Globe Croqueuse. Quand on veut être digital nomade, est-il plus intéressant d'ouvrir sa boîte en France ou à l'étranger ? Concrètement, on va parler d'expatriation. Directement, d'imposition et de toutes ces choses. Alors, pourquoi déjà est-ce que c'est dans la mentalité des gens de vouloir s'expatrier? Parce que factuellement, la France, c'est un pays dans lequel on paye énormément d'impôts. Je crois que ça fait partie des top pays au monde où on paye le plus d'impôts. Quand vous êtes une société, vous avez la TVA à payer, vous avez l'imposition sur les sociétés, vous avez énormément de charges, surtout sociales, sur vos salaires, etc. L'URSSAF, enfin bref, je passe tous ces trucs, je pense qu'on connaît. Donc en fait, quand on passe plus de 6 mois à l'étranger, forcément, on peut se poser la question et ça commence à devenir intéressant de se dire pourquoi je mettrais pas ma boîte dans un autre pays, vu que dans tous les cas, je suis pas en France. Il y a des points vraiment importants au niveau de la législation à connaître. Je suis pas avocat spécialisé, etc. mais je me suis quand même pas mal renseigné, donc je vais pouvoir peut-être vous éclairer un petit peu. En fait, il faut savoir qu'il y a des conditions à respecter en fonction d'où est-ce que vous voulez vous expatrier. Et ce que j'entends par là, c'est quoi ? C'est que si par exemple, vous habitez plus de 6 mois dans l'année en France, déjà, ce principe et cette règle même fait que vous ne pouvez pas avoir vos entreprises dans un autre pays. Parce que la France va juger que votre vie, en fait, elle est en France, vu que vous restez 6 mois dans l'année en France, et donc vous devez avoir votre société en France. Ça, c'est une première règle. D'autres règles s'appliquent. Par exemple, si vous décidez d'aller dans un autre pays, admettons le Portugal, c'est très prisé pour les digital nomades. En fait, vous allez aller dans le Portugal, au Portugal, vous allez créer votre boîte là-bas. Et bien, même si vous respectez la condition selon laquelle vous passez plus de 6 mois, moins de 6 mois en France, vu que vous n'y habitez plus, la France a quand même un droit de regard, en fait, sur vos activités au Portugal. Et en fait, elle va regarder si vous êtes au Portugal vraiment pour des raisons personnelles. Si vous habitez là-bas, si vous avez un loyer, si vous avez un abonnement à la salle de sport, un abonnement téléphonique, etc. Et si en fait elle estime que finalement c'est juste, vous êtes juste installé là-bas pour des raisons fiscales et que vous y passez jamais plus de 2 semaines dans l'année, eh bien elle va juger que vous êtes encore redevable de la France. Il y a plein d'autres critères à prendre en compte aussi, comme par exemple les investissements, etc. Où est votre famille, si par exemple votre conjoint il est en France, vos enfants sont en France, si vous avez des investissements en France, où sont vos clients aussi, enfin bref, il y a vraiment un ensemble de paramètres à prendre en compte quand il s'agit d'expatriation à l'étranger. Donc c'est vraiment important, si vous voulez vous expatrier, de faire les choses correctement, parce que croyez-moi que si jamais on vous rattrape, ça peut vous coûter extrêmement cher. Donc pour en revenir à la question de base, parce que le point maintenant il est fait, est-ce que c'est intéressant d'ouvrir sa boîte dans un autre pays ? Il n'y a pas de oui ou non, c'est que ça va dépendre en fait de vos objectifs, de votre situation financière, de votre situation de façon générale, votre âge, votre santé, etc. Parce qu'il faut comprendre que l'expatriation dans un autre pays, ça amène d'habiter dans cet autre pays-là, et la question est surtout, est-ce que je veux y habiter ? Pourquoi ? Parce que par exemple, on paye beaucoup d'impôts en France, c'est une chose, mais en France on a aussi beaucoup d'aides. On a des aides sociales, on a du chômage, il y a énormément dans la santé, etc. Et c'est peut-être quelque chose que vous aurez moins à l'étranger. Donc c'est une question à vous poser. Est-ce que j'ai besoin à l'étranger de ce genre de système ? Si vous en avez beaucoup besoin parce que vous avez un certain âge ou alors que vous avez beaucoup de frais médicaux, etc., c'est un paramètre à prendre en compte. Il y a autre chose à prendre en compte qui est, je pense, très important, c'est aussi l'investissement. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une société en France, vous avez l'avantage d'avoir le pouvoir du crédit et de pouvoir lever des fonds si vous voulez investir en immobilier par exemple. Ce qui fait qu'en fait, l'argent que vous générez avec votre société, via tout un montage un peu technique et compliqué, vous pouvez le réinvestir après dans des biens immobiliers. Alors oui, vous n'allez pas payer moins d'impôts parce qu'il y aura évidemment des impôts à payer sur les biens, mais vous pourrez en fait faire fructifier un petit peu plus votre argent. Donc c'est une question qui se pose aussi. Quel est votre objectif sur le court, moyen, long terme en termes d'investissement ? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent, etc. Parce que croyez-moi que c'est bien de gagner plus d'argent, mais il faut à un moment donné faire quelque chose de cet argent. Et si l'investissement en immobilier par exemple c'est quelque chose que vous voulez faire et mettre en place, la France c'est quand même un très beau pays pour ça, notamment grâce au crédit, on peut lever de l'argent, etc. En fonction du pays dans lequel vous allez
vous expatrier, ça va vous demander évidemment d'autres contraintes. Par exemple, les autres pays de France, notamment je crois que le Portugal, ça demande un apport qui est un peu plus conséquent. Si dans l'exemple du coup on me parlait de Bali, on a un apport en cash en général. Quand on veut acheter là-bas un terrain, une maison, etc., déjà on l'achète jamais. C'est de la location sur le long terme, donc on va louer sur 30 ans le terrain et la villa. Et en général, c'est cash. Donc c'est cash en une fois ou en deux fois. Mais par exemple, si la villa vous coûte 100 000 euros, il faut payer 100 000 euros, il faut les sortir. Donc c'est vraiment plein de choses à prendre en compte. Il n'y a pas une réponse magique en mode il faut aller dans ce pays parce qu'il n'y a pas d'impôt, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça va dépendre de votre situation. Ça va dépendre de votre situation actuelle. Ça va dépendre de où est-ce que vous voulez habiter aussi. Parce que croyez-moi qu'il faut habiter dans le pays dans lequel vous créez votre boîte pour éviter un maximum de problèmes. Il faut aussi vous poser la question de vos objectifs. Quel est votre objectif court, moyen, long terme? Où est-ce que vous voulez vivre court, moyen, long terme, etc. Toutes ces questions, elles sont importantes. Et pensez aussi à comment est-ce que je fais si un jour je m'expatrie, comment est-ce que je fais pour revenir en France si un jour je me vois revenir en France. Parce que c'est aussi une question à vous poser. Si vous mettez votre boîte à l'étranger, qu'est-ce qui se passe si un jour vous la ramenez? J'espère avoir répondu à cette question. En tout cas, je ne sais pas, mais rapprochez-vous de quelqu'un de compétent si vous souhaitez faire une expatriation de ce genre pour éviter tout problème. Question suivante de artiste Pascal Torua. J'ai une audience en majorité anglaise et le reste étant français. Dois-je être bilingue ou est-ce que je parle anglais? En gros, comment est-ce qu'on fait la gestion intercommunautaire? En fait, la gestion intercommunautaire en fonction des langues, elle devrait pas partir de qui est mon audience actuelle, mais elle devrait partir de qui est-ce que j'ai envie de toucher. Parce que quand vous allez créer du contenu sur Instagram, en fonction des thématiques dont vous allez parler, en fonction des posts que vous allez créer, je pense notamment aux personnes qui font beaucoup de sport, qui postent beaucoup de contenu sportif, on peut de suite toucher des audiences étrangères, surtout si c'est du contenu visuel, au format vidéo par exemple. Les artistes aussi, c'est beaucoup d'audiences étrangères parce qu'on a du contenu qui est visuel. Par contre, dès qu'on commence à créer du contenu textuel, carrousel, etc., vu que c'est en français, forcément, on va s'adresser aux Français. Donc la question, c'est pas qui est mon audience actuelle et qu'est-ce que je fais, parce qu'on a tous des audiences disparates. Moi, j'ai à peu près 70% de personnes qui viennent de la France. Après, j'ai des personnes qui sont francophones mais qui viennent d'autres pays. Pourquoi? Parce que j'ai décidé moi-même à la base de m'adresser à une audience française. Donc la question, c'est pas aujourd'hui j'ai un peu de français et la majorité d'anglais, qu'est-ce que je fais? C'est qui est-ce que tu as envie de toucher? Et quand on parle de qui est-ce que t'as envie de toucher, qu'est-ce que j'ai envie de toucher, faut aller bien au-delà de juste mes contenus sur Insta. Parce que souvent, en fait, le problème ou l'erreur que font les personnes qui ont cette réflexion, c'est de se dire ok, moi je publie en anglais sur Insta parce que voilà, c'est une thématique, j'ai envie de parler anglais, etc. Mais il faut aller plus loin. Quel est votre objectif sur Instagram? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que ça va amener derrière en termes de création? Parce que souvent, les coachs, je pense notamment aux coachs qui veulent parler anglais, estiment qu'il faut juste poster des photos en anglais. Mais non, parce que si demain vous faites des prestations et que vous vendez du coaching, vos pages de vente de coaching doivent être en anglais, vos accompagnements doivent être en anglais, vos stories doivent être, tout ce que vous faites en fait est en anglais, est dans la langue de la personne que vous voulez cibler. Donc c'est vraiment une réflexion de fond à avoir. Quelle est la personne que vous voulez toucher? Donc en l'occurrence, pour répondre à ta question, si tu veux toucher des anglais, parle exclusivement en anglais. Si tu veux toucher des français, parle exclusivement en français. Et petit à petit, à force de créer du contenu dans cette langue, tu vas t'adresser à cette audience-là et tu vas de plus en plus l'attirer. Donc c'est vraiment une question plus de qui est-ce que je veux toucher à la base plutôt qu'une analyse de l'audience que tu as et ensuite un ajustement. Question suivante, quelles sont les tâches que tu délègues aujourd'hui dans ton business? Question de Mamalita Momsider. Les tâches que je délègue aujourd'hui, il y en a beaucoup, aussi comme il y a pas mal de tâches que je délègue aujourd'hui. J'ai Maxime qui est en train de monter cette magnifique vidéo, qui s'occupe de toute la partie pôle vidéo. Donc pôle vidéo, c'est et le montage de YouTube et le montage des TikTok, YouTube Short et d'autres vidéos parfois qui m'arrivent d'être montées, gestion de la chaîne aussi. Donc ça, c'est vraiment un pôle que je délègue 100%. J'ai ma stratégie de contenu aussi sur Instagram que je délègue en majorité à 90% à peu près, parce que j'ai quand même une partie que je dois faire moi forcément, les légendes, la stratégie, etc. Tout ce qui est un petit peu plus technique du côté service client, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai délégué aussi il y a pas mal de temps. Et ensuite, toute la partie création graphique, ça, c'est quelque chose que je délègue aussi à Sarah, si elle passe par là, je lui fais un coucou. C'est quelque chose que je délègue aussi. Pourquoi? En fait, je pense qu'au-delà juste la question en mode qu'est-ce que tu délègues dans ton business, il y a une vraie question de fond qui est plus comment est-ce qu'on délègue, comment est-ce qu'on délègue bien, comment est-ce qu'on choisit un petit peu les tâches qu'on délègue. En fait, moi, les tâches que je délègue, plutôt que de les choisir, parce qu'en fait, souvent, le choix qu'on va faire en termes de délégation, ça va être ok, quelle tâche aujourd'hui, quelle tâche je pourrais déléguer qui pourrait me rapporter plus d'argent. Souvent, c'est la réflexion qu'on a. On se dit, bon bah voilà, par exemple, typiquement, les visuels, je vais pouvoir les déléguer à quelqu'un qui va faire quelque chose de mieux, je vais obtenir plus de résultats, je vais pouvoir obtenir plus de croissance et donc par conséquent plus de chiffre d'affaires. Ou alors je vais déléguer ça parce que moi ça va me libérer du temps de mon côté, je vais pouvoir déléguer plus de chiffre d'affaires, etc. C'est la réflexion que j'avais moi à la base. Mais c'est une réflexion qui a changé avec le temps. Pourquoi elle a changé? Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment l'argent c'est bien, l'argent c'est beau, mais c'est plus important d'avoir un business avec lequel on est aligné, on est bien et dans lequel on prend
plaisir. Et donc la première question moi que je me pose quand j'ai envie de déléguer une tâche, c'est non plus est-ce qu'elle va me rapporter ou pas, est-ce que la personne va me permettre d'obtenir plus de résultats ou pas, c'est est-ce que cette tâche, est-ce que je prends plaisir à créer cette tâche, vraiment. Est-ce que je prends plaisir? Et donc là, tu prends un carnet, un stylo, tu fais une liste. La liste des tâches dans lesquelles tu prends plus plaisir. Voilà. Le SAV, tu prends plus plaisir, le machin, tu prends plus plaisir. Tu fais la liste comme ça. C'est déjà un premier point. C'est pas le seul point, parce qu'il y a d'autres points, évidemment, mais c'est un premier point. Moi, aujourd'hui, la majorité des choses que je délègue, c'est parce que je prends plus vraiment plaisir. Le montage, par exemple, des vidéos, comme ça, c'est un montage que j'ai tellement fait dans le passé, j'ai monté plus de 500 vidéos sur YouTube, que je prends moins en moins de plaisir sur ce genre de montage. Par contre, les vlogs qui sont sortis récemment ou qui vont sortir, je sais pas quand sortira cette vidéo, je les monte moi, parce que je continue à prendre plaisir sur ces montages. Donc il y a une partie de plaisir qui je pense est importante, et deuxièmement, il y a aussi à prendre en compte forcément une partie de compétence. Et il faudra en fait faire un petit peu le jugement entre les deux. Pourquoi? Parce que le but c'est aussi de développer votre entreprise, et n'allez pas garder forcément des tâches dans lesquelles vous prenez un petit peu plaisir, mais pour lesquelles vous n'êtes pas bon du tout. Pourquoi? Parce que moins vous êtes bon, bah forcément moins vous avez de résultats. Vous pouvez déléguer les tâches dans lesquelles vous n'êtes pas bon, justement à d'autres personnes. Mais pour moi, le meilleur classement, c'est premièrement, je définis les tâches dans lesquelles je prends aucun plaisir, je prends vraiment pas mon pied, ça me saoule, voilà, j'ai plus envie de les faire. Et parmi ces tâches-là, quelles sont les tâches dans lesquelles je suis le moins compétent, et on va en priorité déléguer ces tâches-là. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des choses que vous faites aujourd'hui où vous prenez plus votre pied, mais pourtant vous êtes quand même bon dedans. Donc c'est bien de les garder, quitte à faire un choix. Évidemment, si vous pouvez tout déléguer, vous déléguez tout, mais quitte à faire un choix, autant d'abord s'orienter vers la délégation des tâches dans lesquelles on n'est pas vraiment bon. Donc ça, c'est plus ou moins comment je réfléchis par rapport à la délégation. Une autre question se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour recruter quelqu'un? Là, moi je vais vous partager un petit peu comment est-ce que je fonctionne. Honnêtement, c'est pas du tout un process réfléchi, etc. La plupart des personnes avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des personnes que je connais déjà. C'est-à-dire que j'ai jamais fait trop de candidatures en mode postez votre CV et puis machin. Non. En fait, c'est quelqu'un que je connais qui connaît quelqu'un et on est mis en relation, etc. Et c'est comme ça, en fait, que je rentre en contact avec mes prestataires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, c'est hyper important et croyez-moi, de très bien sélectionner les personnes avec qui vous travaillez. Ne sautez pas sur la première occasion. Ne sélectionnez pas la première personne. Ne sélectionnez surtout pas la personne la moins chère juste parce que c'est la moins chère. Ça veut pas dire que parce que c'est la moins chère, elle fait un mauvais travail, mais ne vous faites pas avoir par ce truc de prix. Regardez surtout d'abord les compétences. Pour moi, en termes de recrutement, il y a différentes choses. Il y a premièrement, même avant les compétences, il y a l'affinité avec la personne et la vision des choses. Une personne qui travaille pour votre entreprise, c'est pas juste elle travaille pour moi, c'est elle travaille en mon nom. C'est que ensemble on va développer quelque chose. Et pour moi, c'est important d'avoir la même vision avec les personnes avec qui vous travaillez. La même vision des choses, de l'entreprise, de ce que vous voulez véhiculer comme message. Sinon, tôt ou tard, les chemins vont se croiser, ça va percuter et ça va faire n'importe quoi. Donc premièrement, les valeurs et la vision. Dans un second temps, et évidemment les compétences, parce que forcément, on veut embaucher et on veut travailler avec des personnes qui sont douées dans ce qu'elles font. Donc les compétences. Et en dernier, le prix. Vraiment en dernier. Croyez-moi que s'il faut mettre de l'argent et du budget, mettez de l'argent et du budget. Pourquoi? Parce que si les personnes sont bien et qu'elles sont compétentes et que vous les rémunérez à leur juste valeur, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de les garder sur le long terme et d'accroître vos résultats. Et l'avantage du coup, quand on délègue et qu'on bosse avec des freelances, c'est qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'engagement. Voilà, il n'y a pas vraiment d'engagement. On est en général sur des tâches, parfois des tâches qui sont un peu, qui peuvent se répéter sur le long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que n'ayez pas peur de mettre le prix, parce que au pire, même si ça fonctionne pas, même si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas assez rentable ou que ça va pas, et en fait vous mettez fin à la prestation et ça s'arrête là. C'est l'avantage en fait d'avoir un prestataire freelance. C'est pas comme si vous embauchiez quelqu'un à 50 000 € à l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important pour moi de réfléchir dans cet ordre. Question suivante d'Alexa Spark. Comment tu transportes tout ton matos vidéo en voyage? Ça a été un travail de super longue haleine de réussir à packer l'ensemble de mon matos vidéo dans une valise. En fait, je vous explique. Je vais pas pouvoir répondre à cette question pendant 30 minutes parce que ça va être complexe, mais en gros, avant, quand je partais en voyage, j'avais en général une valise de vêtements et une valise de matos. Donc une valise complète de matos. Pourquoi? Parce que j'étais omnibulé un petit peu par tous les accessoires. J'avais plein de lumières différentes, j'avais plusieurs micros, j'avais plein de trucs à la fois. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'avais ce mindset en termes d'investissement de matériel, j'avais ce mindset du moins cher. C'est-à-dire que je me tournais vers, non pas le moins cher, mais j'achetais le micro moyenne gamme. Voilà, au lieu d'acheter un micro à 300 €, je m'achetais un premier micro à 50, et puis quelques mois plus tard, un autre micro à 70, et puis le mois d'après, ou 2 mois, ou 6 mois, ou un an après, un autre micro à 80 €, etc. En fait, sur le coup, j'étais content parce que je dépense peu d'argent, mais cumulé petit à petit, en fait, je me rends compte que tous les micros que j'ai achetés coûtent beaucoup plus cher que le micro que j'ai actuellement.
D'accord ? Et en fait, ça pose énormément de problèmes puisque quand vous voyagez, vous devez prendre tous vos micros d'un coup parce que chaque micro convient à une situation, etc. Enfin bref, c'est pareil pour les lumières, c'est pareil pour la caméra, etc. Donc ce que je me suis dit, parce que il faut savoir aussi que quand vous voyagez beaucoup, ça coûte très cher. Le dernier voyage que j'ai fait à Bali où j'ai eu une valise complémentaire, la valise à elle seule de matos en supplément bagage m'a coûté quasiment 900 € aller-retour. Donc ça coûte très cher. Donc ce que j'ai fait quand je suis rentré en France, c'est que je me suis dit je vais épurer mon matos. Je vais faire en sorte d'avoir une caméra avec un objectif et ça s'arrête là. Je vais faire en sorte d'avoir un micro et c'est tout. Donc le micro que vous êtes en train d'entendre ici, c'est à la fois un micro qui me sert pour mes vidéos, c'est un micro qui me sert pour mes podcasts, c'est un micro qui me sert pour mes formations. Pourquoi ? Parce que c'est un très bon micro. Je vais faire en sorte d'avoir une lumière que vous voyez ici et deux autres petites lumières que je mets parfois sur certains setups. Et j'ai qu'un exemplaire de chaque truc. Ce qui fait qu'en termes de quantité de matériel, j'ai pas énormément de choses. Évidemment, j'ai payé ça très cher. Le micro Shure ici, ça coûte très cher. La softbox ici, ça coûte très cher. Le Sigma que vous avez là, qui fait un super focus, ça coûte très cher, mais je sais que sur le long terme j'y suis gagnant, ne serait-ce qu'en un aller-retour à l'étranger où je paye pas la valise. Et le deuxième point, parce que ça c'était pour la partie matos, c'est que je suis aussi forcément très minimaliste sur les habits. J'ai quelques t-shirts, quelques shorts, voilà, je mets très peu, voilà, vous voyez mes t-shirts c'est toujours du noir, du bleu, du machin, c'est très simple. J'ai pas beaucoup d'affaires et ce qui fait que du coup dans ma valise je peux facilement faire rentrer mon matos à l'intérieur et aussi je pars dans des pays qui sont très chauds à chaque fois, donc j'ai jamais tout ce qui est doudoune, pull, etc. Là j'ai un pull par exemple pour 6 mois. Donc, c'est quelque chose qui à prendre en compte. Question de Maël, c'était une question en fait sur mes premiers mois d'entrepreneuriat. En fait, je trouvais intéressant de vous partager ça pour ceux qui n'ont pas entendu parler parce que peut-être vous venez d'arriver ou vous êtes arrivé il y a pas longtemps. En fait, il faut savoir que je me suis lancé en 2017 à une époque où je savais pas grand-chose des sujets que je traite aujourd'hui. J'y connaissais rien. Je venais d'arrêter mon intérim à l'usine. Je voulais me lancer sur Internet, mais je savais vraiment pas quoi faire. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est juste de me lancer. Pas de me dire je vais faire ça, voilà mon business plan, mon business model, voilà les idées que j'ai. Non, je vais me lancer sur YouTube, je vais parler des sujets dont j'ai envie de parler, des lectures que je lis, voilà. C'est pour ça qu'au début, si vous regardez les premières vidéos de ma chaîne, je parlais de tout. Franchement, j'ai parlé de voyage, parce que je suis parti en Asie aussi. Donc j'ai parlé de voyage, j'ai parlé de minimalisme, j'ai parlé de sport, j'ai parlé de lecture, de procrastination, j'ai parlé de peur, j'ai parlé de phobie, j'ai parlé d'idées. Enfin, vraiment, dès que j'avais une idée, je branchais la caméra, je tournais, je mettais ça en ligne. Forcément, ça a mis beaucoup de temps à décoller. J'ai publié une vidéo par jour pendant plusieurs mois, pendant 6 mois à peu près. Et en fait, arrivé à un stade, j'avais plus de vidéos que je n'avais d'abonnés. Donc j'avais à peu près 170 vidéos pour 150 abonnés. Ou en tout cas, ça s'équilibrait un petit peu, mais c'était assez craignos en fait. Ça faisait beaucoup de travail pour peu de résultats. Et en fait, la raison elle est simple, c'est que je savais pas quoi faire. C'est-à-dire que j'avais pas d'idée précise. On venait sur ma chaîne et au final, je parlais tellement de trucs que ça intéressait pas forcément les gens. Certains tombaient sur mes vidéos, mais regardaient pas les autres parce que c'était des sujets qui n'avaient rien à voir. Et ça a commencé à prendre vraiment au bout de 5 mois à peu près, où en fait je me suis trouvé un petit peu plus, j'ai trouvé un petit peu plus ma patte, j'ai trouvé un petit peu plus les sujets dont je voulais parler, et forcément plus vous êtes précis, plus les sujets sont pertinents, plus la personne qui vous découvre sur la vidéo 1 va regarder la vidéo 2 et la 3 et la 4 et va vous suivre, et c'est à partir de ce moment là où ça a commencé à décoller, et petit à petit ma croissance s'est faite de façon assez naturelle, organique. Mois après mois j'ai gagné au début des dizaines d'abonnés, après des centaines, maintenant des milliers, et voilà, c'est une période qui a été assez compliquée pour moi parce que forcément je faisais beaucoup de choses, je fournissais beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Pourtant, j'avais suivi des formations, des machins, je me formais et tout. Mais en fait, je me rends compte avec le temps que ce qui m'a permis de débloquer la situation vraiment, et je le vois aujourd'hui avec mes clients, dans mes formations, dans mes accompagnements, ça a été de me trouver. Pour moi, c'est vraiment là la clé. Ça a été de me trouver, de savoir ce que je voulais faire, de savoir ce que j'aimais faire, de savoir de quel sujet je voulais parler. Et plus on se connaît, plus on comprend ce qu'on veut véhiculer, ce qu'on veut faire, plus on est précis et plus les choses vont rouler. Évidemment, au fil du temps, ça s'est encore affiné de plus en plus jusqu'à en arriver là aujourd'hui, et peut-être que ça s'affinera par la suite, mais voilà, ça n'a pas été de tout repos, mais en tout cas, c'est une expérience que je ne regrette absolument pas. Question de Christopher Netzali. Salut Tony, d'après toi, faut-il s'entourer pour un projet? Si oui, comment? Alors, pour moi, est-ce qu'il faut s'entourer pour réussir? Je vais couper la question en deux. Est-ce qu'il faut s'entourer au sens je m'entoure de personnes, c'est-à-dire que je fais copain-copain avec les autres pour réussir? Là, je parle de réussir sur Internet par exemple. Pour moi, non. J'en suis l'exemple typique, c'est-à-dire que si vous regardez l'ensemble de mes contenus depuis le début de ma chaîne, j'ai très peu fait de collaboration avec d'autres personnes, j'ai très peu participé à des groupes, etc. On m'a très peu vu en contact avec d'autres personnes, parce que
c'est pas dans ma personnalité. Je suis quelqu'un de très solitaire. Voilà, j'ai envie finalement sur internet de faire les choses de mon côté. Pourtant, j'ai eu, croyez-moi, énormément de propositions, des personnes qui voulaient qu'on monte des projets ensemble, qu'on fasse des trucs ensemble, que j'intervienne dans des groupes, etc. Enfin bref, j'ai refusé la quasi-totalité de ces propositions parce que moi je voulais mon business à moi. Je voulais mon business, mon petit truc, mon petit cocon. Je voulais pas associer mon image à quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment faire les choses de mon côté. Encore une fois, c'est pas parce que je l'ai fait qu'il faut le faire, c'est juste que moi c'est ma personnalité, c'est comme ça que j'ai fait les choses. Donc pour répondre à la question dans ce sens-là, est-ce qu'il faut forcément faire genre on est copain avec tout le monde pour être mis en avant sur la scène et pour réussir? Non. Tu peux très bien, si tu veux faire les choses de ton côté, tranquillement, juste faire ce que t'aimes, publier du contenu sur YouTube par exemple parce que tu prends ton pied et que t'aimes ça, et tu verras que tôt ou tard, si tu fais les choses bien, les gens vont venir directement à toi. Maintenant, si on prend ça d'une autre facette de l'autre côté de la pièce, est-ce qu'il faut s'entourer au sens se former? Pour moi, oui, c'est un impératif. Et quand je dis se former ou se faire accompagner, c'est pas pour faire la promotion de mes formations, c'est pas pour faire la promotion de quoi que ce soit. Quand je dis se former, ça peut juste être ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire regarder des vidéos YouTube. Pourquoi la formation, à mon sens, elle est indispensable? Parfois, en une formation, en un accompagnement, en un live, en une discussion avec quelqu'un et en une vidéo YouTube, parfois, vous pouvez avoir le déclic qui va vous faire gagner des jours, des semaines ou des mois de travail, qui peut vous faire éviter des erreurs qui sont monumentales. Et encore une fois, je vous en parle parce que je l'ai vécu, ça a été une expérience que j'ai vécue. Je me souviens, pour faire raccord à ce que je disais précédemment, lors de mes premiers mois en fait d'entrepreneuriat, c'est vraiment en discutant avec un entrepreneur qui s'appelle Enzo Honoré, petit coucou si jamais il passe par là, en discutant avec lui, il m'a parlé un peu de mon business, on a discuté, il m'a parlé de mes résultats, et au fil de l'échange, il m'a dit des choses en fait qu'on fait juste un déclic, que j'ai eu un déclic en fait dans ma tête par rapport à ce qu'il m'a dit, j'ai mis en place des actions derrière et j'ai obtenu des résultats. Et si j'avais pas justement parlé avec cette personne, si je m'étais pas formé, je mets des guillemets, auprès de cette personne, si j'étais pas allé chercher de l'information, je me serais peut-être pris un mur, j'aurais peut-être continué comme ça pendant des semaines sans résultat. Donc est-ce qu'il est impératif de se former au sens d'apprendre finalement de personnes qui ont fait ce que nous on veut faire pour réussir? À mon sens, oui. Et vous allez tellement y gagner, même si vous dépensez de l'argent dans des formations ou dans du coaching, si ce n'est que pour un conseil qui peut vous débloquer un projet complet, croyez-moi que c'est quelque chose qui est juste bénéfique, voilà, et qu'il faut faire. Autre question, comment se servir de TikTok pour booster son compte Instagram? Alors ça, c'est une question qui me revient très souvent, TikTok ou une autre en fait. Comment est-ce qu'on fait pour développer telle plateforme et me ramener du trafic sur telle plateforme? Pour moi, on prend le problème dans le mauvais sens. Vraiment, on prend le problème dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question, en gros, c'est quoi? On va prendre quelque chose de plus, une métaphore physique pour que ce soit plus parlant. Moi, Tony, j'ai un magasin dans le centre-ville, ok? J'ai un magasin de vêtements dans le centre-ville, ou j'ai un brunch dans le centre-ville là, je suis à Cape Town actuellement, donc on va prendre ça, brunch dans le centre-ville de Cape Town. Sauf que je viens d'ouvrir, j'ai personne dans mon brunch. J'ai envie de ramener des gens, etc., pour qu'ils viennent goûter mes super produits et tout. Donc, j'ai une super idée. Je vais ouvrir un autre magasin à l'extérieur du centre-ville, ou même pire encore, dans une autre ville carrément, dans une autre ville d'Afrique du Sud, ou dans un autre continent. Et en fait, je vais dire aux gens qui viennent dans ce magasin-là d'aller dans mon autre magasin au centre de Cape Town. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que on a un compte, en l'occurrence un compte Insta, et on essaye de mettre en place des actions sur une autre plateforme pour ramener des gens sur notre compte. Moi, ce que je conseille, c'est juste, et après je vais parler de recyclage, qui est une méthode qui permet de faire ça, mais moi ce que je conseille, c'est juste en fait de te concentrer sur la plateforme que tu as envie de développer. Et si c'est, j'ai envie de développer mon compte Insta et actuellement je poste 4-5 fois par semaine, et je me dis, pourquoi pas poster aussi sur TikTok et bosser 4-5 heures par semaine dessus, tu mets de côté TikTok, les 4-5 heures que tu comptais mettre sur TikTok, tu les mets sur Insta, et au lieu de publier 4-5 fois par semaine, tu publies 7, 8, 9 fois par semaine, tu fais un live avec d'autres personnes, bref, tu fais encore plus de choses sur la plateforme en question. Et le jour où la plateforme Instagram est assez grosse, tu rediriges vers TikTok, bref, tu commences à faire des trucs. Mais quand on se lance, je conseille vraiment, mais vraiment d'investir un maximum d'efforts sur la plateforme qu'on veut développer, et non pas de s'amuser à faire des allers-retours. Par contre, et là je vais m'adresser aux personnes ou qui sont un peu plus avancées, ou qui ont un business un peu plus avancé, ou qui ont un peu plus de moyens, on peut faire ce que j'appelle du recyclage. C'est ce que moi je fais typiquement, c'est-à-dire que moi je redirige les personnes de TikTok vers mon compte Instagram, les personnes de YouTube Short vers ma chaîne YouTube. Comment est-ce que je fais ça? En fait, le contenu que je crée sur Instagram, typiquement les réels, je vais prendre les réels, je vais les publier sur Instagram, ensuite je vais les enregistrer et je vais les republier sur TikTok. Pourquoi? Parce que ça me demande, vu que je recycle très
très peu de travail supplémentaire, quasiment pas, enfin même pas du tout parce que c'est quelque chose que je délègue, mais dans tous les cas, si c'est vous qui le faites, ça demande très peu de travail. Et ça vous permet de lancer un petit engrenage, voilà, de tester quelque chose sur TikTok, vous republiez votre contenu et puis finalement les résultats que vous avez sur TikTok, c'est du bonus. Voilà. Moi, c'est une stratégie que je conseille de mettre en place, mais n'allez pas faire une autre stratégie sur une autre plateforme et investir beaucoup de temps pour ramener des gens ensuite sur Instagram. Concentrez-vous sur Instagram et plutôt faites du recyclage sur TikTok. Alors, question suivante, comment s'organiser et arriver à préparer du contenu pour 15 jours par exemple? Ça, je vous l'avais promis depuis pas mal de temps et j'avoue que avec toutes les vidéos que je sors, j'ai un peu oublié, mais je vous avais promis une vidéo où je vous montrais en fait comment est-ce qu'on crée un calendrier de contenu pour justement prendre de l'avance. Malheureusement, elle n'est pas sortie. Donc, je vais vous donner un axe, un début de réponse. En fait, si vous voulez créer du contenu à l'avance, pour moi, il faut deux choses. C'est-à-dire, premièrement, il faut créer un process. Votre process, c'est quoi? C'est petit A, donc si j'ai envie de publier sur Instagram, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Petit A, il faut que je trouve une idée de post. Petit B, il faut que je rédige la légende de ce post. Petit C, il faut que je fasse le visuel. Petit D, une fois que le visuel et la légende est fait, il faut que je planifie. Ça, en général, c'est toujours, on a tous le même process, c'est plus ou moins ça. Une fois qu'on a le process, deuxième étape, on va batcher. Batching, on rassemble les tâches qui sont similaires. Et moi, honnêtement, il n'y a que ça en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que, typiquement, lundi, voilà, c'est 8h du matin, brainstorming, je vais chercher mes idées de contenu pour les 15 prochains jours. Donc là, je note, si je poste 4 fois par semaine pour 15 jours, ça fait 8 idées. 8 idées, jusque-là, c'est pas compliqué à trouver. Vous allez regarder un petit peu ce que font les autres, vous allez dans votre tableau de brainstorming, etc. Vous notez les 8 idées pour les 15 prochains jours. Maintenant que j'ai noté les 8 idées, deuxième étape, je batch les légendes. Je rédige direct les 8 légendes. Une fois que c'est fait, je prépare les 8 visuels. Et une fois que c'est fait, je planifie les 8 posts. Et je vous jure vraiment que si vous faites ça, vous pourrez gagner un temps de malade en ce qui concerne votre planification et votre création de contenu. Ça, c'est la partie théorique. Donc, c'est la première chose. D'un autre côté, il y a la partie pratique pour justement pouvoir prendre de l'avance. Premièrement, plus vous allez le faire, plus vous serez rapide. Moi, aujourd'hui, faire des légendes pour un mois de contenu, donc en général entre 15 et 20 posts, donc 20 légendes, ça me prend à peu près 2 à 3 heures de rédaction, donc en une demi-journée c'est fait. Et le reste, parce que j'ai les moyens et j'ai les finances, je délègue. Je délègue la partie visuelle et je délègue la planification. Encore une fois, plus vous allez le faire, plus vous allez être bon et rapide sur la partie visuelle et plus ça va devenir simple. Donc je vous rassure, dans un premier temps, ça va prendre du temps à lancer un petit peu la roue et la machine, mais au fil du temps, je vous garantis que c'est quelque chose que vous pourrez faire assez facilement. Gagnes-tu ta vie avec tes réseaux? Si oui, depuis combien de temps après tes débuts? Alors oui, je gagne ma vie avec mes réseaux en vendant des formations en ligne et depuis quand? Depuis 2018 et 8 mois après m'être lancé, plus ou moins. 8 mois après m'être lancé, je faisais 2000 € par mois avec plus ou moins 2000 abonnés sur mes réseaux. Question de Gabriel Coco. Hello Tony, comment tu fais pour te motiver à passer à l'acte? Question sur la motivation, la productivité, procrastination. Elles sont revenues vraiment ici. Comment garder un mental d'acier, arrêter de douter. Enfin bref, c'est des questions qui reviennent très souvent concernant la motivation. Honnêtement, j'ai pas de technique en fait, en mode voilà comment être motivé, du style, vous savez sur internet on vous donne toujours des techniques en mode si vous voulez être motivé, mettez vos chaussures devant votre porte le matin et puis comme ça vous irez courir. Non. Si vous n'avez pas envie d'aller courir, mettre vos chaussures, ça va pas changer grand chose. Vous voudrez pas courir en fait. Moi je pense vraiment que en général quand on procrastine, et moi ça m'arrive tous les jours, ça m'arrive très souvent. En général quand on procrastine, c'est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. En fait, la procrastination, il faut d'abord comprendre, et j'en parlais en live la dernière fois avec les membres de ma formation, qu'est-ce qui cause la procrastination? Qu'est-ce qui fait que vous procrastinez? Parce que si le matin, vous n'avez pas envie d'aller courir, vous pouvez pas juste dire « ouais, j'ai la flemme ». Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai la flemme? C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller courir? Et en fait, c'est des réponses qui vont être toujours beaucoup plus profondes que juste j'ai la flemme. Peut-être que l'objectif que vous vous êtes fixé, il est pas en adéquation, et souvent c'est ça dans le business notamment, il est pas en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Si par exemple, vous vous dites, moi tous les matins, je vais aller courir, mais en fait, mon objectif, c'est d'avoir le corps de Cristiano Ronaldo, et que vous êtes pas aligné avec ça, parce qu'au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez, vous irez pas courir. Moi, je pense qu'il y a un vrai truc de fond avec la motivation, sincèrement, qui est de trouver son pourquoi. Trouver la raison pour laquelle vous voulez vous lever le matin. Trouver pourquoi est-ce que vous voulez faire les choses et vraiment y réfléchir de façon profonde. Pourquoi je suis en train de tourner cette vidéo? Parce que déjà j'aime, et ça c'est un truc qui est aussi très important, c'est que peut-être
que si vous procrastinez, que vous avez du mal à faire des tâches ou certaines choses, c'est juste que vous n'avez pas envie de les faire parce que vous prenez pas votre pied quand vous les faites. Donc il y a peut-être un truc à changer, ou sur la tâche en question, peut-être que si vous prenez pas votre pied sur les vidéos YouTube, c'est juste parce que YouTube c'est pas fait pour vous, ou peut-être sur la façon de faire les choses. Si je prends l'exemple notamment de la lecture, souvent les gens n'aiment pas lire, ou ils arrivent pas à lire, ils sont là mais je procrastine, j'ai acheté un livre, j'arrive pas à lire, c'est peut-être le format qui convient pas. Peut-être qu'au lieu de lire le bouquin, écoute-le au format audio. Ou tout simplement, c'est peut-être le bouquin qui convient pas. Au lieu de lire le livre de Pierre-Paul Jacques qui t'a dit qu'il fallait lire ce bouquin, lis un livre qui t'intéresse vraiment, même si c'est pas vraiment corrélé à ta thématique, au moins tu lis et c'est bien. Donc on a souvent ces trucs qui sont liés. Je pense que d'abord, voilà, il faut prendre plaisir quand on fait les choses, et surtout, il y a un pourquoi profond à comprendre, qui est vraiment quelle est la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Et ce qui fait que je ne procrastine pas trop, évidemment je procrastine comme tout le monde, mais ce qui fait que je procrastine pas trop, c'est vraiment que je prends mon pied dans mon quotidien à faire ce que je fais, et parce que j'ai un pourquoi qui est profond. Mon pourquoi, c'est pas juste de gagner de l'argent et puis la vie est belle, non. Mon pourquoi, c'est quand je vois les retours que vous me faites, et sur YouTube, sur les formats gratuits, et les retours que j'ai de mes clients dans mes programmes et dans mes formations, où je me dis, ok, j'ai vraiment un impact, j'aide vraiment des gens, j'ai des retours parfois qui sont incroyables, et aussi un petit peu égoïste forcément, c'est la liberté que j'arrive à me créer. Pourquoi est-ce que j'aime ce que je fais et pourquoi est-ce que je veux me lever le matin? Parce que tout ça en fait vient soutenir la vie que j'ai aujourd'hui, qui est une vie que j'adore, parce que je peux voyager, parce que je peux rencontrer des tonnes de personnes, parce que je peux vivre des choses incroyables, et je sais que le jour où j'arrête de faire cet effort-là, le jour où j'arrête de faire ce petit pas de plus, chaque matin, eh bien je vais faire un pas en arrière vers la vie que j'ai envie d'avoir. Il faut pas rêver en fait. Toutes les personnes qui vivent la vie qu'elles ont toujours voulu vivre ne procrastinent pas, ou ne procrastine pas 100% du temps. Parce que la procrastination, c'est normal. Il faut aussi déculpabiliser avec ça. Mais il faut vraiment comprendre ce truc. Il faut vraiment comprendre ce que vous voulez. Et je pense que c'est ça en fait. Comprenez ce que vous voulez. Posez-vous vraiment une demi-journée. Prenez un carnet et notez qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que je dois faire pour faire ce qui me rend heureux. Si ce qui vous rend heureux, c'est de voyager avec votre caméra et de faire des vlogs, eh bien, qu'est-ce que vous devez faire tous les jours, qu'est-ce que vous devez changer pour tendre vers cette vie qui vous rend heureux. Et tous les matins, croyez-moi, si vous avez vraiment défini ça et que quand vous l'écrivez, quand vous en parlez, il y a des poils qui s'irrissent sur votre peau et que vous êtes là en mode c'est vraiment le rêve de toute ma vie, eh bien, croyez-moi que le matin, quand vous allez vous lever et quand vous allez vous dire oh non, mais attends, faut que je prépare la vidéo aujourd'hui parce que j'ai un vlog à tourner, etc. Eh bien, la flemme, vous allez vite l'oublier parce qu'il y a quelque chose de plus fort qui va venir la remplacer. Et je pense vraiment que la plupart des problèmes de procrastination, de j'ai la flemme de bosser et tout, ça passe par là. Évidemment, par d'autres choses, petites techniques, etc. Mais je pense que, en tout cas, l'essentiel peut se régler avec un pourquoi. Je vais essayer de trouver une dernière question. Celle-là était pas mal et je sais, pareil, que c'est un problème que rencontrent beaucoup de personnes. Est-ce qu'on est obligé d'afficher son image, donc story, cam, photo de soi, etc. pour toucher plus de personnes? Je vais élargir un peu la question parce que je pense qu'elle est importante. En gros, est-ce que dans le business, réseaux sociaux, etc., c'est important de montrer une photo de soi? Alors oui, c'est important. Par contre, c'est pas indispensable. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a plein de personnes qui arrivent à développer ou leurs réseaux sociaux ou créer un business, etc., sans forcément montrer de photos d'eux. Je pense notamment à des comptes Insta qui ont des avatars ou des choses comme ça, donc c'est pas impossible. À mon sens, par contre, selon ma vision des choses, incarnez en fait ce que vous faites, incarnez votre entreprise, que ce soit, encore une fois, juste un réseau parce que vous voulez poster des photos, du contenu, juste par passion, ou une marque, ou un business, ou une entreprise, ou faire de la formation. Incarnez votre marque, ça va avoir tellement d'avantages. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir s'identifier à la personne. Il faut comprendre que la chose première qui bloque en fait chez quelqu'un qui ou a envie d'acheter chez vous, bref, ce qui bloque en fait la plupart du temps au niveau de la connexion, ce qui fait qu'on ne connecte pas avec quelqu'un, c'est qu'on ne s'identifie pas. C'est qu'on n'arrive pas à avoir d'empathie, on n'arrive pas à avoir de connexion parce que en fait on s'adresse à un robot. Quand vous allez sur un site internet et que vous discutez avec un chat, il y a beaucoup moins de relations qui se créent que si vous aviez quelqu'un de physique au téléphone, ou si vous parlez à une boîte de répondeurs, c'est pareil. Pourquoi? Parce que l'humain va forcément beaucoup plus connecté à l'humain. Donc, à mon sens, et vraiment, si vous avez peur de vous montrer, de parler face caméra, etc., c'est une peur, je vous invite vraiment à travailler dessus parce que ça va avoir tellement d'impact positif sur votre business, surtout si vous vendez des produits, que vous faites la vente de formation ou même si vous avez une marque, ça va tellement humaniser l'entreprise, ça va avoir des répercussions de malade sur vos ventes et sur vos résultats de façon générale, même la croissance, les interactions, etc., parce qu'on humanise quelque chose. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut tout de suite partir dans une extrême et commencer à danser ou à
montrer des photos de soi un peu perso ou des trucs comme ça. Ça peut être quelque chose de très pro. Ça peut être juste, juste votre tête. Ça peut être juste quelques stories de temps en temps. Moi, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je passe pas mes journées à faire des stories. Je poste pas que des photos de moi, mais voilà, de temps en temps. Et puis vous me voyez dans tous les cas sur YouTube. Donc ça compense. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de partir dans une extrême. Faut juste humaniser l'entreprise et ce que vous faites dans la mesure où vous vous sentez à l'aise. N'allez pas faire des trucs, ne faites jamais de toute façon des trucs avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Faites juste des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise. Et c'est ça qui fait que vous allez progresser, c'est ça qui fait que vous allez petit à petit sortir de votre zone de confort et donc petit à petit commencer à poster de plus en plus de contenus qui sont perso. Donc voilà, c'était tout. Dernière question, on va s'arrêter là je pense. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et cette série. Je l'aime beaucoup honnêtement, donc n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires ici. Je vais piocher de temps en temps aussi des questions dans les commentaires des anciens épisodes pour y répondre dans les prochains. À me suivre forcément sur Insta, comme ça vous êtes au courant quand je mets une box, vous pouvez poser vos questions en direct et j'y réponds en direct aussi. Moi je prends plaisir à faire ces épisodes, donc je compte continuer à partir du moment où ça vous plaît. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.